Une jeune femme modeste entre dans la zone VIP d'une banque d'élite, tenant seulement une feuille de papier. Elle est accueillie avec mépris, jusqu'à ce qu'elle révèle qu'elle porte un testament capable de tout changer. Quand le système confirme l'héritage millionnaire, le passé oublié refait surface avec des secrets dangereux. Mais son choix final ne concerne pas l'argent. Il s'agit d'héritage, de courage et du pouvoir de transformer des vies. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous regardez cette histoire. La matinée était chaude à Paris. Le soleil d'octobre brillait de mille feux sur le parvis de la Défense, se reflétant sur les vitres miroitantes des tours de bureaux qui s'élevaient comme des géants de béton et d'ambition. Dans ce quartier, tout respirait le pouvoir, l'argent et l'exclusivité. Des voitures de luxe glissaient dans les rues, des cadres pressés marchaient d'un pas rapide dans leurs costumes impeccables, et le bourdonnement des négociations millionnaires emplissait l'air conditionné des bureaux luxueux. C'est dans ce décor que Léa marchait. Ses pas étaient fermes, mais discrets. Elle portait un simple chemisier blanc, un jean délavé et des baskets qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval pratique, sans aucun ornement. Dans ses mains, elle ne tenait qu'une simple pochette en plastique transparent, du genre de celle que l'on achète en papeterie pour quelques euros. À l'intérieur, des documents soigneusement organisés. À 20 ans, Léa avait le visage de quelqu'un qui connaissait déjà la dureté de la vie. Ses yeux marrons portaient une gravité qui ne correspondait pas à son âge. Il y avait en eux une histoire silencieuse, faite de levées à l'aube, de métros bondés, d'humiliations ravalées et de factures qui ne tombaient jamais juste à la fin du mois. Mais il y avait aussi de la détermination, une flamme qui ne s'éteignait pas, même face aux tempêtes. Elle s'arrêta devant la tour financière de la Défense, l'une des plus exclusives du quartier. La façade était imposante, entièrement revêtue de marbre importé et de verre blindé. À l'entrée, un agent de sécurité en uniforme observait d'un œil critique chaque personne qui s'approchait. Léa prit une profonde inspiration, ajusta la pochette dans ses mains et avança. L'agent de sécurité la toisa de la tête aux pieds. Son regard parcourut ses vêtements simples, ses baskets usées, sa pochette en plastique. Il fit un pas en avant, lui barrant subtilement le passage. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» demanda-t-il, d'un ton qui laissait clairement entendre qu'elle ne semblait pas avoir sa place ici. « Je dois entrer. J'ai un rendez-vous à l'espace VIP de la banque, » répondit Léa, en gardant la voix ferme. L'agent de sécurité eut un sourire en coin, comme quelqu'un qui entend une mauvaise blague. « L'espace VIP ? Je pense que vous vous êtes trompé d'endroit. L'agence grand public se trouve à 3 rues d'ici, sur l'avenue Jean Jaurès. Je ne me suis pas trompé. J'ai des documents et une convocation pour être ici aujourd'hui à 10 heures. » Elle ouvrit sa pochette et montra une enveloppe officielle avec le logo de la banque estampillé en lettres dorées. L'agent prit le papier, l'examina avec méfiance et à contre-cœur le lui rendit. « Très bien, mais je vais vous demander de patienter pendant que je confirme avec la réception. » Léa acquiesça. Elle resta là, debout, pendant que l'homme parlait au téléphone à voix basse, lui lançant des regards suspicieux. Après quelques minutes, il raccrocha et, sans dire un mot, lui fit un geste indiquant qu'elle pouvait entrer. Le hall de l'immeuble était encore plus intimidant que la façade. Le sol en marbre brillait comme un miroir. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond et des œuvres d'art modernes décoraient les murs. Léa sentit le poids des regards. Réceptionniste, agent de sécurité, cadre qui passait. Tous l'observaient, comme si elle était une tache dans le décor. Elle se dirigea vers le comptoir d'accueil, où une femme blonde en tailleur bleu marine et au maquillage impeccable la reçut avec un sourire poli mais froid. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?»« Bonjour, j'ai un rendez-vous à l'espace VIP de la banque. Mon nom est Léa Dubois. » La réceptionniste tapa quelque chose sur son ordinateur, fronçant légèrement les sourcils. « Espace VIP. D'accord. Et quelle est la raison de votre visite ? » Consultation du solde d'un compte. La femme haussa les sourcils dans un mélange de surprise et d'incrédulité. Consultation de solde dans l'espace VIP ? Oui, c'est enregistré dans le système. La réceptionniste regarda de nouveau l'écran, puis Léa, et décrocha le téléphone. Un instant, s'il vous plaît.
Elle parla à voix basse avec quelqu'un à l'autre bout du fil, tandis que Léa restait là, immobile, sentant le poids de la situation. Elle savait que ce ne serait pas facile. Elle savait qu'elle serait jugée, questionnée, sous-estimée. Mais elle savait aussi qu'elle avait tout à fait le droit d'être là. « Vous pouvez monter au 12e étage. Quelqu'un vous recevra », dit la réceptionniste, en lui tendant un badge visiteur. Léa prit le badge, remercia et se dirigea vers les ascenseurs. À l'intérieur de l'ascenseur, aux parois de miroir, elle vit son reflet, la jeune fille simple, d'origine modeste, sur le point d'entrer dans l'un des environnements les plus exclusifs de la ville. Un instant, elle sentit un serrement au cœur. Elle se souvint de sa mère, Madame Hélène, qui à ce moment-là devait être dans une maison bourgeoise, à faire le ménage, le repassage, la cuisine. Elle se souvint des années passées à travailler avec elle depuis l'adolescence pour aider à payer les factures, et elle se souvint de lui, Monsieur Auguste. L'ascenseur s'arrêta au 12e étage. Les portes s'ouvrirent sur un environnement encore plus luxueux. Canapés en cuir, tables en verre, tableaux sophistiqués. Et au fond, une porte en verre dépolie avec l'inscription « Espace VIP. Accès réservé ». Une employée la conduisit jusque-là. Quand la porte s'ouvrit, Léa sentit tous les regards se tourner vers elle. Il y avait une dizaine de personnes dans la salle. Des cadres en costume, des investisseurs d'âge mûr, des femmes élégantes avec des sacs de créateurs. Et là, il y avait elle, avec ses vêtements, simples et sa pochette en plastique. Les murmures commencèrent presque aussitôt. « Qui est cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a dû se tromper d'étage. » Léa prit une profonde inspiration et se dirigea vers le comptoir d'accueil, où un homme d'environ 50 ans, aux cheveux grisonnants bien coiffés et au costume gris impeccable, l'observait avec une expression de désapprobation. Son badge indiquait « Dr Antoine Fournier, gestionnaire de relations VIP ». « Bonjour », dit Léa d'une voix ferme. « Mon nom est Léa Dubois. Je suis ici pour consulter le solde d'un compte. » Le silence qui suivit fut embarrassant. Le docteur Fournier la dévisagea comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Consulter le solde d'un compte? Ici? »« Oui, monsieur. J'ai les documents nécessaires. » Elle ouvrit sa pochette et commença à sortir les papiers. Sa carte d'identité, son numéro de sécurité sociale, un justificatif de domicile, et puis une enveloppe scellée avec un numéro de compte imprimé à l'encre dorée. Le docteur Fournier prit les documents, l'air toujours aussi sceptique. Il analysa chacun d'eux avec une attention exagérée, comme quelqu'un qui cherche une erreur, une faille, une preuve qu'il s'agissait d'une sorte de fraude. « Et comment vous, une si jeune demoiselle, avez-vous accès à un compte VIP de cette banque? J'étais employé de Monsieur Auguste Leclerc. J'ai travaillé chez lui pendant 5 ans. Il est décédé il y a 3 mois, et d'après ce qu'on m'a informé, il a laissé ce compte enregistré à mon nom. » Un rire étouffé résonna dans la pièce. Une femme en robe rouge et aux cheveux blonds commenta à voix haute « Ça doit être une arnaque. Ces filles trouvent toujours un moyen de profiter des vieillards. » Un autre homme, avec une cravate bleue, ajouta « Elle a probablement falsifié les documents. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. » Léa sentit le sang lui monter à la tête, mais elle garda son calme. Ce n'était pas la première fois qu'on la jugeait. Ce ne serait pas la dernière. Elle regarda directement le docteur Fournier et dit d'une voix encore plus ferme « Tous mes documents sont authentiques. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez vérifier dans le système. Je suis ici parce que j'ai reçu une notification officielle de cette banque sollicitant ma présence. » Le docteur Fournier souffla visiblement irrité. Il se tourna vers son ordinateur et commença à taper avec l'intention claire de démasquer cette situation ridicule et de renvoyer la jeune fille. Les autres clients observaient avec intérêt, certains souriant même, comme s'ils assistaient à un spectacle embarrassant. Mais alors quelque chose changea. L'expression du docteur Fournier se transforma. L'arrogance laissa place à la confusion. Il se pencha plus près de l'écran, tapa de nouveau, vérifia les données. Son visage pâlit. « Ça ne peut pas être exact, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. « Un problème, monsieur ?» demanda Léa. Le docteur Fournier ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit le téléphone et composa un numéro interne. « Monsieur Martin, j'ai besoin que vous veniez à l'espace VIP immédiatement. C'est urgent. » L'atmosphère dans la salle changea.
Les personnes qui riaient auparavant échangeaient maintenant des regards curieux. Léa resta ferme, mais sentait son cœur s'accélérer. Quelques minutes plus tard, un homme grand, en costume noir et lunettes à monture dorée, entra dans la salle. C'était le directeur Richard Martin, l'autorité suprême de cette agence. Il salua quelques clients de rapides hochements de tête et se dirigea directement vers le comptoir, où le docteur Fournier l'attendait avec une expression tendue. Les deux hommes conversèrent à voix basse, mais Léa pouvait percevoir la gravité de la situation par leur langage corporel. Le directeur regarda l'écran de l'ordinateur, puis les documents de Léa, et enfin elle-même. « Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, pouvez-vous m'accompagner dans une salle privée ?» demanda-t-il d'un ton bien plus respectueux que celui que le gestionnaire avait employé. Léa acquiesça et suivit les deux hommes jusqu'à une salle privée, avec des parois en verre dépoli et une table de réunion au centre. La porte fut fermée, mais à travers le verre, elle pouvait encore voir les autres clients observer avec curiosité. « Mademoiselle Dubois, dit le directeur en s'asseyant en face d'elle, j'ai besoin que vous m'expliquiez exactement comment vous avez obtenu l'accès à ce compte. » Elle répéta l'histoire. Elle parla des années passées à travailler avec sa mère dans des maisons bourgeoises, de la façon dont elle avait été embauchée par M. Auguste alors qu'elle n'avait que 15 ans, de la relation de confiance qu'ils avaient construite au fil du temps. Elle raconta qu'il était décédé il y a 3 mois et que, à sa grande surprise, elle avait reçu une notification qu'indiquant qu'un compte à la banque était enregistré à son nom. « Et M. Leclerc n'a jamais mentionné ce compte avant de mourir ?» demanda le docteur Fournier, toujours méfiant. « Jamais. M. Auguste était un homme réservé. Nous parlions beaucoup, mais il n'a jamais abordé de questions financières avec moi. J'étais juste la jeune fille qui s'occupait de la maison, qui préparait ses repas, qui lui tenait compagnie durant les dernières années de sa vie. » Le directeur et le gestionnaire échangèrent un regard. Il y avait quelque chose qu'ils savaient et que Léa ignorait. Quelque chose qui changeait complètement la dimension de cette situation. « Mademoiselle Dubois, dit le directeur en pesant chaque mot, le compte qui est enregistré à votre nom n'est pas un compte courant ordinaire. »« Comment ça ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Il s'agit d'un compte d'actifs internationaux, des fonds d'investissement, des propriétés en dépôt, des titres. C'est une structure complexe, généralement associée à des héritages de grande valeur. » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Héritage, grande valeur. Rien de tout cela n'avait de sens. Il doit y avoir une erreur. Monsieur Auguste avait de la famille, des neveux. Pourquoi laisserait-il quelque chose pour moi? Nous ne connaissons pas les raisons, mais les documents sont tous en règle. Le compte a été ouvert il y a 5 ans, exactement au moment où vous avez commencé à travailler pour lui. Et il y a une ancienne ordonnance judiciaire qui scelle ce compte. Il ne peut être consulté qu'en présence physique de l'héritière et avec des documents spécifiques. Exactement ce que vous avez apporté aujourd'hui. Léa était abasourdie. Cela ne pouvait pas être réel. Elle, une jeune fille pauvre de la banlieue parisienne, héritière d'une fortune. « Je veux juste connaître le solde, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Le directeur hésita. Il regarda le docteur Fournier qui hocha légèrement la tête. Puis, il tourna l'ordinateur dans sa direction. « Avant de vous montrer le solde, il faut que vous compreniez la gravité de la situation. Ce type de compte attire l'attention. Des personnes qui ne devraient pas savoir pourraient finir par savoir. Vous devez être certaine de vouloir continuer. » Léa prit une profonde inspiration. Elle pensa à sa mère, à M. Auguste, à la vie qu'elle avait toujours menée. Et puis, d'une voix ferme, elle dit « Je veux savoir. Je dois respecter ce que M. Auguste m'a laissé. Il m'a fait confiance, et je ne vais pas le décevoir. » Le directeur était sur le point de taper le mot de passe pour afficher le solde quand la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Une femme d'environ 45 ans, le visage marqué par la fatigue et les années de dur labeur, entra en haletant. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de peur. « Léa, ne fais pas ça !» cria la femme en courant vers sa fille. C'était Madame Hélène, la mère de Léa. Elle la serra fort dans ses bras, tremblante. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu su que j'étais là ?» Madame Hélène prit le visage de sa fille entre ses mains, les yeux embués de larmes. « Je le savais, ma fille. Je l'ai toujours su, et je suis venue t'empêcher de commettre une erreur. »« Comment ça, maman ?» Madame Hélène regarda le directeur et le gestionnaire, puis reporta son regard sur sa fille.
Il y avait du désespoir dans ce regard, et un secret qui, sur le point d'être révélé. Léa, ton père ne nous a pas abandonnés, il n'a pas été lâche, il a disparu pour nous protéger. Et tout est lié à cet héritage, à cet argent. Si tu ouvres ce compte, tu vas mettre nos vies en danger. Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa eut l'impression que le monde avait cessé de tourner. Son père, Marcel, avait disparu quand elle n'avait que 10 ans. Pendant toutes ces années, elle avait cru qu'il avait simplement abandonné sa famille, qu'il n'avait plus voulu de la responsabilité d'être père et mari. Et maintenant, sa mère lui disait que tout était un mensonge. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» Madame Hélène se mit à pleurer. Ses mains tremblaient en tenant celles de Léa. « Ton père l'a découvert, ma fille. Il a découvert que M. Auguste avait transféré une grosse somme à ton nom. Et il a découvert que des gens voulaient s'emparer de cette fortune. Des gens qui ne reculeraient devant rien pour obtenir ce qu'ils voulaient. Il a été menacé. Ils ont dit que s'il ne disparaissait pas, quelque chose de terrible t'arriverait. Alors il est parti. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il t'aimait trop pour risquer ta vie. » Léa sentait les larmes couler sur son visage. Toute la colère, toute la rancœur qu'elle avait nourrie pendant des années contre son père s'effondrait à cet instant. Il ne l'avait pas abandonnée. Il s'était sacrifié pour elle. Le docteur Fournier et le directeur observèrent la scène en silence. Aucun d'eux ne savait quoi dire. Ce n'était plus une simple consultation de solde. C'était devenu une question de sécurité, de famille, de secrets enfouis depuis des années. « Maman, dit Léa en essuyant ses larmes, j'ai besoin de savoir la vérité. J'ai besoin de comprendre pourquoi M. Auguste a fait ça. Pourquoi il m'a choisi. » Madame Hélène secoua la tête, désespérée. « Non, ma fille. Moins tu en sauras, plus tu seras en sécurité. S'il te plaît, partons. Oublions ce compte, cet héritage. Vivons nos vies comme nous l'avons toujours fait. » Mais avant que Léa ne puisse répondre, quelque chose se produisit. La porte de la salle s'ouvrit de nouveau, cette fois avec plus de force. Un homme entra, essoufflé, en sueur, avec des vêtements simples et froissés. Son visage était marqué par le temps, par une barbe mal rasée, par des yeux cernés. Mais Léa le reconnut immédiatement. C'était Marcel, son père, l'homme qu'elle croyait l'avoir abandonné 10 ans plus tôt, l'homme dont sa mère venait de dire qu'il avait disparu pour la protéger. Il était là, de retour, après une décennie. Léa resta paralysée. Elle n'arrivait pas à intégrer ce qu'elle voyait. C'était comme si le passé avait envahi le présent de manière brutale et inattendue. « Papa ?» murmura-t-elle, d'une voix presque inaudible. Marcel regarda sa fille, les yeux pleins de douleur et de remords. Il fit un pas en avant, mais s'arrêta, comme s'il n'osait pas s'approcher. « Davantage. Léa, ne les laisse pas te montrer le solde, s'il te plaît. Si tu le sais, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Et à ce moment-là, avec sa mère en larmes, son père réapparut et 2 banquiers stupéfaits qui observaient, Léa comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Le passé, le présent et le futur étaient tous là, entrant en collision d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le temps sembla se figer dans cette pièce. Léa regardait l'homme en face d'elle, essayant de concilier l'image qu'elle gardait en mémoire avec la réalité qui se présentait. Son père, Marcel, était là, réel, vivant. Après 10 ans d'absence, 10 ans de questions sans réponse, 10 ans de nuits où elle s'était demandé pourquoi elle n'avait pas suffi pour qu'il reste. Marcel avait les yeux fatigués, cernés, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis longtemps. La barbe naissante rendait son visage plus vieilli qu'il ne l'aurait dû à la quarantaine passée. Ses vêtements étaient simples, usés, et il y avait une urgence dans son regard qui indiquait clairement qu'il n'était pas là par hasard. Madame Hélène laissa échapper un soupir entrecoupé et se tourna vers son mari, toujours enlaçant sa fille. « Marcel, j'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé, mais elle était déjà là quand je suis arrivé. » Marcel fit un pas de plus vers elle, mais garda encore une certaine distance, comme s'il savait qu'il n'avait pas le droit de simplement les prendre dans ses bras après si longtemps. « Léa, dit-il, la voix rauque et chargée d'émotion, je sais que tu dois me haïr. Je sais que j'ai passé toutes ces années loin, que je vous ai laissé seuls, ta mère et toi. Mais tu dois me croire quand je te dis que tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. » Léa sentit la colère et la confusion se mélanger en elle. Il y avait tant de questions, tant de rancœur accumulées. Mais en même temps, il y avait un profond désir de comprendre, de savoir enfin la vérité. « Me protéger de quoi, papa? De qui ?»
Pourquoi n'es-tu jamais revenu? Pourquoi n'as-tu jamais envoyé une lettre, un mot, n'importe quoi pour dire que tu étais vivant? Marcel ferma les yeux un instant, comme si chaque mot de Léa était une lame qui rouvrait ses blessures. Parce que je ne pouvais pas prendre le risque. Le moindre contact aurait pu te mettre en danger. Ils surveillaient. Ils ont toujours surveillé. Le docteur Fournier, qui jusqu'à présent avait tout observé en silence, se racla la gorge et intervint. « Excusez mon indiscrétion, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. Qui sont ces gens dont vous parlez, monsieur? Et quel est ce danger ?» Marcel regarda le gestionnaire, puis le directeur Richard Martin, qui restait attentif à chaque parole. « Le danger vient de personnes qui voulaient la fortune que monsieur Auguste a laissée à ma fille. Quand il était encore en vie, je travaillais comme gardien sur sa propriété à la campagne, près de Rambouillet. C'est là que j'ai connu Hélène, qui travaillait comme cuisinière. Et c'est là que Léa est née. Monsieur Auguste n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais fondé sa propre famille. Alors, quand Léa est née, il s'est attaché à elle d'une manière que je n'avais jamais vue. Il traitait ma fille comme si c'était sa petite fille. Madame Hélène, maintenant assise à côté de Léa, lui serrait la main avec force et compléta l'histoire. Monsieur Auguste était un homme très riche, mais aussi très seul. Il avait des neveux, mais ils ne venaient le voir que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Ils n'ont jamais montré de véritable affection pour lui. Alors, il s'est attaché à notre famille, et surtout à Léa. Marcel continua, la voix se tendant à mesure qu'il se remémorait les faits. Quand Léa avait 10 ans, monsieur Auguste m'a demandé de lui parler en privé. Il m'a dit qu'il avait ouvert un compte à son nom, avec une somme importante. Il m'a dit que c'était une façon de s'assurer qu'elle aurait un avenir meilleur, qu'elle pourrait étudier, avoir des opportunités que nous n'avions jamais eues. Il m'a fait promettre de n'en parler à personne, pas même à Hélène, jusqu'à ce que Léa ait 20 ans. Léa écoutait chaque mot, absorbant des informations qui réécrivaient toute son histoire. Mais ensuite, continua Marcel, quelques mois plus tard, un des neveux de monsieur Auguste, un homme nommé Édouard, l'a découvert. Je ne sais pas comment, mais il l'a découvert. Et il est venu me voir. Il m'a dit que cet argent appartenait à la famille de sang, pas à une employée. Il m'a menacé. Il a dit que si je ne convainquais pas monsieur Auguste de changer son testament, quelque chose de grave arriverait. « Et tu l'as cru ?» demanda Léa, essayant encore de tout assimiler. Marcel hocha la tête avec regret. « Au début, non. Je pensais que ce n'était que des paroles en l'air. Mais un soir, en rentrant chez moi, j'ai été abordé par 2 hommes. Ils ne m'ont pas fait de mal, mais le message était clair. Ils m'ont dit qu'ils savaient où tu allais à l'école, où tu passais, où tu jouais. Et ils m'ont dit que si je ne disparaissais pas, tu serais la cible. Alors j'ai dû choisir, Léa. J'ai dû choisir entre être avec toi et te protéger. Et j'ai choisi de te protéger. » Les larmes coulaient sur le visage de Léa. Elle avait toujours imaginé que son père était parti par lâcheté, par faiblesse, parce qu'il ne supportait pas la responsabilité. Mais maintenant, elle comprenait que la vérité était bien plus douloureuse et complexe. Madame Hélène serra son mari dans ses bras, qui se permit enfin de s'approcher. Elle pleurait aussi. « J'ai découvert la vérité des années plus tard, ma fille. Ton père m'a envoyé une lettre tout m'expliquant. Mais il m'a fait promettre de ne rien te dire jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. Il voulait que tu grandisses sans peur, sans le poids de cette menace. » Le directeur Richard Martin, qui suivait tout avec attention, intervint de nouveau. « Nous parlons donc d'un problème de sécurité très sérieux. Si ces personnes sont toujours dans les parages, révéler le solde de ce compte pourrait réellement mettre mademoiselle Dubois en danger. » Le docteur Fournier, adoptant une posture bien moins arrogante qu'au début, ajouta « Monsieur Martin, nous devrions peut-être appeler Maître Lefebvre. C'est l'avocate responsable du testament d'Auguste Leclerc. Elle a peut-être plus d'informations sur tout cela. » Le directeur acquiesça et décrocha le téléphone. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Une femme d'environ 50 ans, cheveux noirs attachés en un chignon élégant, tailleur noir et une mallette en cuir, entra dans la pièce. Son regard était ferme, professionnel, mais aussi compatissant. « Bonjour à tous. Je suis maître Béatrice Lefebvre, avocate et responsable du testament de monsieur Auguste Leclerc. » Elle balaya la pièce du regard, observant chaque personne présente. Quand ses yeux se posèrent sur Léa, elle sourit légèrement.
Vous êtes donc Léa. Monsieur Auguste m'a beaucoup parlé de vous. Léa ne savait pas quoi dire. Tout cela ressemblait à un rêve, ou peut-être à un cauchemar dont elle n'arrivait pas à se réveiller. Maître Lefebvre, nous étions sur le point de révéler le solde du compte lorsque des complications sont apparues, expliqua le directeur. La famille de Mademoiselle Dubois est préoccupée par des questions de sécurité. L'avocate hocha la tête, comme si elle s'y attendait. Je comprends. Et ils ont raison d'être inquiets. Mais il y a des choses que vous devez savoir avant de prendre une quelconque décision. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier rempli de documents. Quand M. Auguste m'a contacté, il y a 5 ans, il était très clair sur ses intentions. Il savait que sa décision créerait des conflits. Il savait que ses neveux seraient furieux. Mais il était aussi fatigué de voir des gens avides autour de lui. Il voulait laisser son héritage à quelqu'un qui se souciait vraiment de lui en tant que personne et non comme une source d'argent. Léa écoutait attentivement, tout comme les autres dans la pièce. Il a laissé des instructions très spécifiques. Et l'une d'elles était que, en tentant de consulter le solde, un protocole serait activé. Un protocole qui inclut la lecture d'une lettre qu'il a écrite de sa propre main. Elle sortit une enveloppe ancienne, jaunie par le temps, scellée à la cire rouge. Cette lettre ne pouvait être ouverte qu'en présence de l'héritière, de témoins officiels de la banque et de moi-même, en tant que représentante légale. Maintenant que nous sommes tous là, je peux procéder. Maître Lefebvre brisa le sceau avec précaution. Elle sortit un papier manuscrit à l'écriture tremblante mais lisible de Monsieur Auguste. Et elle commença à lire à voix haute. « Ma chère Léa, si cette lettre est en train d'être lue, cela signifie que tu es arrivée à la banque et que tu es sur le point de découvrir ce que je t'ai laissé. Je sais que tu dois être confuse, peut-être même effrayée. Et je sais que beaucoup de gens autour de toi ont dû douter de ton droit d'être là, mais je veux que tu saches que tu n'as pas été choisi par hasard, mais parce que, de toutes les personnes qui ont traversé ma vie, tu as été la seule à me traiter avec une affection et un respect sincères. » La voix de l'avocate trembla légèrement en lisant ces mots chargés d'émotion. « Pendant les années où tu as pris soin de moi, Léa, j'ai vu en toi quelque chose de rare. J'ai vu une bonté désintéressée. J'ai vu une patience sans attente. J'ai vu une compassion sans jugement. Et j'ai vu une force silencieuse qui me faisait croire que, s'il existe un avenir meilleur pour ce monde, il viendra de personnes comme toi. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser une part significative de ce que j'ai construit au fil de ma vie entre tes mains. » Léa pleurait, Madame Hélène aussi. Même Marcel, qui se tenait à l'écart, essuyait discrètement ses yeux. « Mais je veux que tu comprennes, » continua l'avocate en lisant, « que cet argent n'est pas un prix. C'est une responsabilité, c'est un test, et c'est aussi un risque. Je sais qu'il y a des gens dans ma famille qui n'accepteront pas ma décision. Je sais qu'ils essaieront de te prendre ce qui t'appartient de droit. C'est pourquoi j'ai pris des précautions. » Maître Lefebvre fit une pause, regarda Léa et poursuivit. « Ce compte est protégé par plusieurs couches de sécurité juridique. Personne, à part toi, ne peut y accéder. Mais en y accédant, tu assumes aussi la responsabilité de faire face aux conséquences. C'est pourquoi je veux t'offrir 3 chemins. Premièrement, tu peux recevoir la totalité de la somme immédiatement et en faire ce que tu veux. Deuxièmement, tu peux maintenir l'argent investi et protégé jusqu'à tes 30 ans, quand tu auras plus d'expérience pour gérer cette réalité. Troisièmement, tu peux refuser l'héritage et continuer ta vie libre de ce poids. » Le silence qui suivit était dense. Tous attendaient la suite. « Quel que soit ton choix, Léa, sache que j'ai toujours cru en toi, et que mon plus grand souhait est que tu sois heureuse et que tu utilises ce que tu recevras pour faire le bien. Car au final, l'argent n'est qu'un pont. La véritable richesse réside dans le caractère, le courage et la compassion. Et tu possèdes les 3. Avec toute mon affection et ma gratitude. Auguste Leclerc. » L'avocate plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Il y avait aussi des larmes dans ses yeux. Léa prit une profonde inspiration. Son cœur battait la chamade. Elle regarda sa mère qui tenait toujours sa main. Elle regarda son père qui se tenait là, après 10 ans, réapparu comme un fantôme du passé. Elle regarda les dirigeants de la banque qui la fixaient maintenant avec respect et non plus avec dédain. « Je... » commença-t-elle, mais sa voix se brisa.
Elle se racla la gorge et essaya de nouveau. « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de comprendre tout ça. »« Bien sûr, » dit maître Lefebvre. « Mais il y a encore une chose. Monsieur Auguste a aussi laissé une vidéo. Il voulait que tu la regardes avant de prendre ta décision. » « Une vidéo ?» L'avocate acquiesça et sortit une tablette de sa mallette. Elle l'alluma et la positionna de manière à ce que tout le monde puisse voir. L'écran s'anima, montrant Monsieur Auguste. Il était assis dans un fauteuil, dans le salon de sa maison de Rambouillet. L'image avait été enregistrée durant les derniers mois de sa vie. Il était visiblement fragile, mais ses yeux brillaient de détermination. « Léa, si tu regardes ceci, c'est que le moment est venu, » dit-il, la voix fatiguée mais ferme. « J'aimerais être là en personne pour tout expliquer, mais malheureusement, la vie a ses propres plans. Je veux que tu saches que prendre cette décision n'a pas été facile. Mes neveux vont me maudire. Ils diront que j'ai été manipulé, que tu as profité de moi. Mais la vérité est simple. Tu as été la seule personne qui m'a fait me sentir aimé ces dernières années. Et pour cela, je veux que tu aies la chance de vivre une vie différente de celle que tes parents ont vécue. » Il fit une pause, inspira profondément et continua. « Je sais qu'il y a des risques. Je sais que des gens pourraient essayer de te prendre ça. C'est pourquoi j'ai mis en place un système de protection juridique. Mais tu dois être forte, Léa. Tu dois croire que tu le mérites. Parce que tu le mérites. N'aie pas peur d'accepter ce qui t'appartient. Mais ne te laisse pas non plus corrompre par le pouvoir que l'argent apporte. Utilise-le pour faire le bien. Utilise-le pour être heureuse. Et n'oublie jamais d'où tu viens. Tes racines sont ta force. » L'image se figea et la vidéo se termina. Léa était émotionnellement dévastée. Elle avait l'impression que toute son existence avait été bouleversée en quelques minutes. Elle regarda maître Lefebvre. « Je peux avoir un peu de temps pour décider ?»« Bien sûr, mais il y a un délai légal. Vous avez jusqu'à la fin de cette semaine pour prendre une décision. Après cela, pour des raisons juridiques, nous aurons besoin d'une réponse définitive. » Léa acquiesça. Elle regarda ses parents qui attendaient anxieusement. « On peut rentrer à la maison ?» demanda-t-elle, la voix faible. « Bien sûr, ma chérie, » répondit madame Hélène en se levant et en aidant sa fille à faire de même. Marcel fit un pas en avant, hésitant. « Léa, je comprendrai si tu ne veux pas me parler. Je comprendrai si tu me hais. Mais je veux que tu saches que jamais, pas une seule seconde, je n'ai cessé de penser à toi. Chaque jour passé loin a été un jour de douleur. Mais c'était le seul moyen de te garder en sécurité. » Léa regarda son père. Il y avait tant de choses à dire, tant de questions à poser, mais à ce moment-là, elle ne put dire qu'une chose. « Je ne te hais pas, papa. Je ne t'ai jamais haï. Tu m'as juste manqué. » Et puis, pour la première fois en 10 ans, Léa serra son père dans ses bras. Marcel la tint fermement, comme s'il voulait rattraper tout le temps perdu dans cette étreinte. Madame Hélène les rejoignit, et ils restèrent là tous les trois, une famille de nouveau réunie, au milieu du chaos émotionnel que cette matinée avait apporté. Le docteur Fournier et le directeur Richard Martin observaient la scène avec un mélange d'émotion et de respect. Maître Lefebvre ferma sa mallette, indiquant clairement que la réunion était terminée pour le moment. « Quand vous serez prêts, appelez-moi. Je serai à votre disposition pour tout ce dont vous aurez besoin. » Léa se dégagea de l'étreinte de ses parents et regarda l'avocate. « Merci pour tout. Je vais y réfléchir attentivement. » Et puis, ils sortirent tous les trois de la salle. Ils traversèrent l'espace VIP, où les clients les observèrent maintenant avec curiosité et respect. Ils descendirent en silence dans l'ascenseur, chacun perdu dans ses propres pensées. Quand ils arrivèrent dans la rue, le soleil brillait toujours de 1000 feux sur le parvis de la Défense. Mais pour Léa, le monde avait complètement changé. Sa vie ne serait plus jamais la même. Et elle savait que les jours à venir seraient décisifs pour son avenir et celui de sa famille. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions pour Léa. De retour dans le petit 2 pièces de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, la réalité de la banlieue contrastait brutalement avec le luxe de la Défense. Ici, les murs étaient fins, le bruit des voisins passait facilement, et l'odeur de la cuisine maison se mêlait au son des enfants qui jouaient dans la rue. Léa passa les 2 premiers jours presque en silence. Elle s'asseyait sur le petit balcon qui donnait sur la rue animée, observant le va-et-vient des gens, chacun avec ses luttes quotidiennes.
Madame Hélène respectait l'espace de sa fille, mais ne manquait pas de lui préparer ses plats préférés, dans une tentative silencieuse de lui montrer son soutien et son amour. Marcel, qui était maintenant de retour, dormait sur le canapé du salon. Il n'osait pas encore reprendre complètement sa place dans cette maison. 10 ans d'absence, 10 ans qui avaient laissé des cicatrices profondes. Mais il était là, essayant peu à peu de reconstruire les liens que le temps et les circonstances avaient rompus. Le soir du 2e jour, Léa rompit enfin le silence. Elle était à table, remuant distraitement son assiette que sa mère avait préparée, quand elle leva les yeux et regarda ses parents. « J'ai besoin de tout savoir. Depuis le début, je ne peux pas prendre de décision sans comprendre complètement ce qui s'est passé. » Madame Hélène et Marcel échangèrent un regard. Il y avait là une complicité que seuls ceux qui partagent des années d'histoire peuvent avoir. Marcel acquiesça et commença à parler. « Tout a commencé quand M. Auguste t'a emmené vivre avec lui à Paris. Tu avais 15 ans, tu te souviens ?» Léa hocha la tête. Comment aurait-elle pu... oublier? C'était la première fois qu'elle quittait Rambouillet. La première fois qu'elle voyait vraiment la capitale, qu'elle comprenait la taille du monde au-delà des limites de la propriété où elle était née. Monsieur Auguste devenait plus fragile, continua Marcel. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, et tu as toujours été très douée pour ça. Affectueuse, attentionnée, il te voyait comme une petite fille. Et nous, ta mère et moi, avons pensé que ce serait une bonne opportunité. Tu pourrais aller dans une meilleure école, avoir accès à des choses que nous n'aurions jamais eu les moyens de t'offrir. Madame Hélène compléta, la voix étranglée par l'émotion. On n'a jamais imaginé qu'il ferait ce qu'il a fait. Il ne nous est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait te laisser quelque chose. Quand ton père me l'a raconté, des années plus tard, que M. Auguste avait ouvert ce compte, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que c'était un mensonge, que quelqu'un essayait de nous tromper. Mais c'était vrai, dit Marcel. Et quand les neveux l'ont découvert, l'enfer a commencé. Édouard l'aîné était celui qui espérait le plus tout hériter. Il avait des dettes, des affaires, qui avaient échoué, et il comptait sur la fortune de son oncle pour se refaire. Quand il a su qu'une part importante t'était destinée, il est devenu fou. Léa sentit son cœur se serrer. Elle n'avait rien demandé de tout ça. Elle n'avait jamais voulu être une source de conflit. Il t'a menacé directement, papa? Marcel secoua la tête. Pas lui personnellement, mais il a envoyé des gens, des hommes que je n'avais jamais vus. Ils m'ont abordé un soir alors que je rentrais du travail à Rambouillet. Ils m'ont dit qu'ils savaient tout sur toi, où tu étudiais tes horaires. Et ils ont été clairs. Si je ne disparaissais pas, quelque chose de grave arriverait. Ils n'ont pas précisé quoi, mais la menace était là, claire et réelle. « Et pourquoi n'es-tu pas allé à la police ?» demanda Léa, avec un mélange de frustration et de douleur dans la voix. Marcel soupira profondément. « Parce que je n'avais pas de preuves, ce n'étaient que des menaces verbales, et parce qu'Édouard avait des relations, de l'argent, des avocats, je n'étais qu'un gardien. Qui m'aurait cru? De plus, ils ont dit que si je cherchais de l'aide, les choses empireraient. Alors j'ai fait ce que je pensais être le mieux. J'ai disparu. J'ai fait semblant de vous avoir abandonné. Ainsi, ils croiraient que je n'étais plus une menace, que j'avais tout laissé tomber. Et ça a marché. Marcel regarda sa femme qui tenait maintenant sa main sur la table. Pendant un temps, oui, mais je n'ai jamais cessé de vous surveiller de loin. J'ai toujours su où vous étiez, comment vous alliez. J'avais des contacts, des gens qui m'informaient. Et quand M. Auguste est décédé il y a 3 mois, je savais que l'heure de vérité approchait. Léa absorba chaque parole. Il y avait tant de couches dans cette histoire, tant de sacrifices silencieux dont elle n'avait jamais eu connaissance. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si j'accepte l'héritage, ces gens vont revenir? Madame Hélène serra la main de son mari et de sa fille en même temps. C'est possible, mais il est aussi possible qu'ils le sachent déjà. Tu es allé à la banque, tu es entré dans l'espace VIP, les documents ont été vérifiés. Ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Marcel acquiesça. C'est pour ça que je suis revenu. Parce que je savais que quand tu irais là-bas, les choses se compliqueraient. Je ne pouvais pas te laisser affronter ça toute seule. Léa sentit ses yeux s'embuer. Pendant si longtemps, elle avait porté la rancœur de l'absence. Et maintenant, elle comprenait que son père ne l'avait jamais vraiment abandonnée.
Il avait seulement choisi une manière différente, plus douloureuse, de la protéger. « Je ne sais pas quoi faire, » admit-elle, la voix brisée. « Je ne sais pas si j'accepte, si je refuse, si j'attends. Tout ça est trop grand pour moi. » Madame, Hélène se leva, fit le tour de la table et serra sa fille par derrière, posant sa tête sur son épaule. « Ma chérie, la décision t'appartient. Mais sache que nous serons avec toi, quoi que tu choisisses. Si tu acceptes, nous affronterons les risques ensemble. Si tu refuses, nous continuerons nos vies comme nous l'avons toujours fait. L'important, c'est que maintenant, nous sommes de nouveau une famille. » Léa serra sa mère dans ses bras et tendit la main à son père, qui la prit avec force. Là, dans cette petite cuisine, avec la table en formica usée et les murs qui avaient besoin d'un coup de peinture, ils étaient une famille. Imparfaite, blessée, mais unie. Le lendemain matin, Léa demanda à visiter la tombe de M. Auguste. Madame Hélène l'accompagna. Elles prirent 2 bus pour arriver au cimetière de Neuilly-sur-Seine, un endroit calme, arboré, bien différent des cimetières populaires qu'elles avaient l'habitude de fréquenter. La tombe de M. Auguste était simple, discrète, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de quelqu'un d'aussi riche. Juste une pierre tombale en marbre avec son nom, ses dates de naissance et de décès, et une phrase. « J'ai vécu sans peur et suis parti, en paix. » Léa s'agenouilla devant la tombe. Madame Hélène resta un peu en retrait, laissant à sa fille son moment. « Monsieur Auguste, » commença Léa en parlant tout bas, comme s'il pouvait l'entendre, « je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi, mais je veux que vous sachiez que je n'ai jamais profité de vous. Je me suis occupé de vous parce que je vous appréciais, parce que vous me traitiez avec affection, avec respect. Et maintenant je suis là à essayer de comprendre quoi faire de tout ce que vous avez laissé. » Elle fit une pause essuyant les larmes qui tombaient. « J'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de décevoir. Peur que cet argent me transforme en quelque chose que je ne veux pas être. Mais j'ai aussi envie d'honorer votre mémoire, d'être digne de la confiance que vous m'avez accordée. Alors j'ai besoin que vous me donniez la force. J'ai besoin de croire que j'ai fait une différence dans votre vie, tout comme vous en avez fait une dans la mienne. » Madame Hélène s'approcha et posa la main sur l'épaule de sa fille. « Il t'aimait, Léa. Je le voyais dans ses yeux. Tu étais la fille qu'il n'a jamais eue. Et il ne t'a pas choisie par pitié ou par charité. Il t'a choisie parce qu'il a vu en toi quelque chose de spécial. » Léa se releva, serra sa mère dans ses bras, et ensemble, elles quittèrent le cimetière. Sur le chemin du retour, elle prit une décision. Elle devait parler à Maître Lefebvre. Elle avait besoin de réponses à des questions qui la tourmentaient encore. Cet après-midi-là, elle appela l'avocate et prit rendez-vous dans son cabinet, situé dans le 8e arrondissement, autre quartier chic de Paris. Marcel insista pour l'accompagner, mais Léa demanda à y aller seule. Elle devait le faire par elle-même. Le cabinet de Maître Lefebvre était élégant, mais accueillant. Des étagères remplies de livres juridiques, un bureau en bois massif et une vue sur l'avenue des Champs-Élysées. L'avocate la reçut avec un sourire chaleureux. « Léa, ravie de vous voir. Comment allez-vous » ? « Confuse, » admit Léa en s'asseyant sur la chaise en face du bureau. Mais déterminée à tout comprendre. « C'est pour ça que je suis venue. J'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez que, sans rien omettre. » Maître Lefebvre acquiesça et ouvrit un tiroir, d'où elle sortit un autre dossier. « Monsieur Auguste m'a engagé il y a 5 ans. Il savait qu'il vieillissait et voulait tout organiser. Il m'a parlé de vous dès notre première rencontre. Il a dit que vous étiez la personne la plus sincère qu'il ait jamais connue et qu'il voulait s'assurer que vous auriez une vie meilleure que celle de vos parents. Et les neveux? Savent-ils tout? Ils savent qu'il y a un testament. Ils savent qu'ils n'hériteront pas de tout. Mais ils ne savent pas exactement combien vous revient, ni comment c'est structuré. Monsieur Auguste a été très prudent pour maintenir le secret. Jusqu'au moment où vous êtes entré dans la banque, seul moi et les hauts dirigeants de la banque connaissions les détails. Et maintenant que j'y suis allé, ils vont le découvrir. C'est possible, mais il y a des protections légales. Édouard et les autres neveux peuvent contester, mais ce serait une longue bataille, et, d'après mon évaluation, sans réelle chance de succès. Monsieur Auguste a tout très bien ficelé juridiquement. Léa prit une profonde inspiration. « Maître, Lefebvre, si j'accepte, de combien parle-t-on exactement »
L'avocate hésita un instant, puis ouvrit le dossier et montra un document. Le compte contient des actifs s'élevant à environ 17 millions d'euros, entre les investissements, les biens immobiliers et les fonds internationaux. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. 17 millions. C'était une somme inimaginable. Son père travaillait du matin au soir pour moins de 2000 euros par mois. Sa mère, pareil. Et elle était là, une jeune fille de 20 ans, face à la possibilité d'avoir accès à une fortune qui changerait non seulement sa vie, mais celle de toute sa famille. « Je ne sais pas si je mérite ça », murmura-t-elle. Maître Lefebvre se pencha sur le bureau, regardant Léa droit dans les yeux. « Monsieur Auguste croyait que vous le méritiez. Et ce n'était pas un homme stupide. Il savait exactement ce qu'il faisait. La question n'est pas de savoir si vous le méritez. La question est, qu'allez-vous en faire ?» Léa resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, « Je veux y réfléchir encore un peu. Mais je veux aussi savoir, si je choisis la deuxième option de garder l'argent investi jusqu'à mes 30 ans, que se passe-t-il entre-temps? L'argent reste protégé, il fructifie avec les investissements. Vous n'y avez pas d'accès direct, mais vous pouvez recevoir une somme mensuelle pour vos besoins, si vous le souhaitez. Et en cas d'urgence, il y a des dispositions pour des retraits extraordinaires, sous réserve d'approbation judiciaire. C'est un moyen de s'assurer que vous aurez le temps de mûrir, de vous préparer psychologiquement et émotionnellement à gérer cette réalité. Et si je veux utiliser une partie de l'argent maintenant, mais pas tout, il y a de la flexibilité. Vous pouvez par exemple allouer une partie à un projet spécifique et garder le reste investi. Léa sentit quelque chose s'éclaircir dans son esprit. Un projet. Une façon d'honorer la mémoire de M. Auguste sans être consumé par le poids de la fortune. Maître Lefebvre, si je voulais utiliser une partie de cet argent pour aider d'autres personnes, des jeunes comme moi qui n'ont pas d'opportunité, ce serait possible. L'avocate sourit, comme si elle s'attendait à cette question. Non seulement ce serait possible, mais M. Auguste l'avait prévu. Il a laissé une clause dans le testament, vous permettant de créer une fondation ou un institut en son nom dédié à des causes sociales. Si vous choisissez cette voie, il a même fourni un montant initial suggéré pour commencer, 2 millions d'euros. Léa sentit une vague d'émotion. M. Auguste avait vraiment pensé à tout. Il n'avait pas seulement laissé de l'argent. Il avait laissé des chemins, des options, des possibilités. « Je veux le faire », dit-elle avec conviction. « Je veux créer quelque chose qui aide des gens comme moi. Des jeunes invisibles, sans voix, sans avenir. Je veux leur donner la chance que M. Auguste m'a donnée. » Maître Lefebvre afficha un sourire sincère, plein d'admiration. « Alors nous allons préparer les documents. Vous devrez choisir un nom pour l'institution, définir les objectifs, la structure, mais je vous aiderai à chaque étape. » Léa quitta le cabinet avec un sentiment différent. Ce n'était plus de la peur, c'était un but. Elle avait trouvé un moyen de transformer cet héritage en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Quand elle rentra chez elle et raconta sa décision à ses parents, Marcel la serra dans ses bras avec fierté. « Tu es exactement la personne que M. Auguste pensait que tu étais, et je suis très fier d'être ton père. » Madame Hélène pleurait, mais c'était des larmes de joie. « Ma fille, tu vas changer la vie de tant de gens, et tu vas honorer la mémoire d'un homme qui t'a aimé comme sa petite fille. » Léa savait que les prochaines étapes seraient difficiles. Elle savait qu'elle devrait affronter les neveux de M. Auguste, qu'elle devrait gérer la bureaucratie, l'exposition, les risques. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Elle avait retrouvé sa famille, elle avait un but, et elle avait la certitude de faire ce qu'il fallait. Cette nuit-là, avant de dormir, Léa écrivit dans son vieux carnet où elle notait toujours ses pensées les plus profondes. « L'argent n'est qu'un pont. La véritable richesse réside dans le caractère, le courage et la compassion. Et je vais prouver que je possède les trois. » La semaine qui suivit fut intense. Léa retourna à la banque, cette fois accompagnée de Maître Lefebvre, pour formaliser ses décisions. Elle choisit la deuxième option du testament, gardant la majeure partie de l'héritage protégé et investi jusqu'à ses 30 ans. Mais elle activa également la clause qui permettait l'utilisation immédiate de 2 millions d'euros pour créer l'Institut social. Le docteur Fournier et le directeur Richard Martin, qui l'avaient d'abord traité avec dédain, montraient maintenant un respect sincère. Ils comprenaient qu'ils n'avaient pas affaire à une jeune fille naïve essayant de profiter d'une situation,
mais à une jeune femme courageuse qui prenait des décisions mûres et responsables. Pendant le processus, Maître Lefebvre fit une révélation importante. Il y avait une deuxième vidéo que M. Auguste avait enregistrée, mais qui ne devait être montrée qu'après que Léa ait pris sa décision. C'était comme s'il voulait s'assurer qu'elle choisirait par elle-même, sans être influencée par d'autres informations. « Je peux la voir maintenant ?» demanda Léa, assise dans la même salle privée où tout avait commencé. Maître Lefebvre alluma de nouveau la tablette. L'image de M. Auguste apparut à l'écran. Cette fois, il était dans un autre environnement, ce qui semblait être un petit bureau. Son expression était sereine, mais aussi chargée d'émotion. « Léa, si tu vois ceci, c'est que tu as déjà pris ta décision. Je ne sais pas laquelle, mais j'ai confiance en toi. J'ai toujours eu confiance. Et je veux te dire quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te dire en personne. » Il fit une pause, comme s'il rassemblait ses forces pour continuer. « Je n'ai jamais eu d'enfant parce que j'avais peur. Peur de ne pas être un bon père, peur de répéter les erreurs que mon propre père a commises avec moi. C'était un homme dur, froid, qui ne voyait que l'argent comme la seule chose qui comptait. J'ai grandi dans une maison riche mais vide d'affection, et j'ai juré que si un jour j'avais des enfants, ce serait différent. Mais le temps a passé, et je n'ai jamais trouvé le courage de fonder une famille. » Sa voix devint plus douce, presque un murmure. « Jusqu'à ce que tu arrives. Une jeune fille de 15 ans avec des yeux pleins de lumière et un cœur généreux. Tu as pris soin de moi quand j'en avais le plus besoin. Pas par obligation, mais par bonté sincère. Et c'est là que j'ai compris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est l'amour. C'est prendre soin, c'est être présent. Et tu as été tout cela pour moi. » Léa sentait les larmes couler sur son visage. « C'est pourquoi j'ai voulu te laisser quelque chose. Non pas pour te rendre riche, mais pour te donner les outils nécessaires pour faire une différence dans le monde. Parce que tu as ce don, Léa, le don de voir l'autre, de te soucier, de tendre la main. Et les gens comme ça sont rares, très précieux. Alors, utilise ce que je t'ai laissé avec sagesse. Utilise-le pour faire le bien. Utilise-le pour être heureuse. Et ne laisse jamais l'argent changer qui tu es. Parce que qui tu es est déjà parfait. » L'image se figea et la vidéo se termina. Tout le monde dans la salle était ému. Même le docteur Fournier, qui avait été si arrogant au début, essuyait discrètement ses yeux. Léa prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la vague de sentiments qui l'envahissait. Il était un père pour moi. Je ne le savais juste pas. Maître Lefebvre posa sa main sur celle de Léa. « Et vous étiez une fille pour lui. C'est clair dans chaque mot qu'il a laissé. » Les jours suivants furent consacrés aux démarches légales. Léa, avec l'aide de Maître Lefebvre, créa l'Institut Auguste Leclerc, dédié à offrir des bourses d'études, des formations professionnelles et un soutien psychologique aux jeunes de milieux modestes. L'accent serait mis sur les filles et les garçons de 15 à 25 ans qui, comme elle, avaient besoin d'une opportunité pour changer leur histoire. Mais pendant que tout cela se mettait en place, une ombre planait sur la famille. Édouard, le neveu de M. Auguste, avait découvert l'héritage. Et comme prévu, il n'était pas du tout satisfait. Un après-midi, alors que Léa était à la maison en train d'organiser des documents, des coups violents à la porte la firent sursauter. Marcel, qui était dans le salon, alla ouvrir. Dehors, un homme d'environ 50 ans, en costume cher et à l'expression rageuse, poussa la porte et entra sans demander la permission. « Où est-elle? Où est l'opportuniste qui a volé ce qui m'appartient de droit ?» Marcel se plaça devant l'homme, protégeant l'entrée. « Vous n'avez pas le droit d'entrer ici, Édouard. Sortez maintenant ou j'appelle la police. » Édouard eut un rire cynique. « La police? Toi qui as disparu pendant 10 ans, tu vas appeler la police? Sois un homme et admets que ta fille a manipulé mon oncle. » Il était sénile, vulnérable. N'importe quel juge le comprendra. Léa apparut dans le couloir ferme, malgré son cœur qui battait à tout rompre. Monsieur Auguste n'était pas sénile. Il était lucide et a pris ses décisions en toute conscience. Et je n'ai manipulé personne. Je me suis occupé de lui avec affection, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Édouard se tourna vers elle, les yeux pleins de mépris. Tu n'es qu'une employée de maison, une moins que rien. Tu n'as droit à rien de ce qui était à lui. Si, j'y ai droit, parce qu'il l'a voulu ainsi. Et vous pouvez contester en justice. Dépensez autant d'argent que vous voulez avec des avocats, mais ça ne changera. Pas le fait que M. Auguste m'a choisi.
Parce que j'étais là quand il en avait besoin. Où étiez-vous, vous » Édouard fit un pas menaçant vers Léa, mais Marcel le retint par le bras. « Si tu poses un seul doigt sur ma fille, tu le regretteras. » À ce moment, Madame Hélène entra dans l'appartement, revenant du travail. En voyant la scène, elle comprit immédiatement ce qui se passait. « Sortez de chez moi maintenant, » dit-elle, avec une autorité qui la surprit elle-même. Édouard regarda autour de lui, réalisant qu'il n'avait aucun soutien ici. Il recula, mais avant de partir, il pointa le doigt vers Léa. « Ça ne va pas en rester là. Je vais prouver que tu l'as manipulé. Et quand je l'aurai prouvé, tu rendras chaque centime. » Il sortit en claquant la porte. Le silence qui suivit était tendu. Léa sentit ses jambes flageoler et s'assit sur le canapé. Madame Hélène la serra immédiatement dans ses bras. « Tout va bien, ma chérie, il ne peut rien faire. Maître Lefebvre nous l'a garanti. » Marcel, toujours debout, les poings serrés, dit « Mais il peut essayer de nous faire peur, et il peut rendre les choses plus difficiles. » Léa prit une profonde inspiration et regarda ses parents. « Alors nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Nous allons aller de l'avant avec l'Institut. Nous allons prouver que M. Auguste avait raison de me faire confiance. » Les jours suivants, Édouard tenta tout. Il engagea une procédure pour contester la lucidité de M. Auguste au moment de la rédaction du testament. Il engagea des détectives privés pour essayer de trouver quelque chose qui incriminerait Léa ou sa famille. Il tenta même de soudoyer des employés de la banque pour obtenir des informations privilégiées. Mais Maître Lefebvre était préparé. Elle avait des rapports médicaux prouvant que M. Auguste était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a fait son testament. Elle avait des enregistrements, des témoins, des documents. Chaque étape avait été méticuleusement planifiée pour résister aux contestations. Le processus judiciaire traîna pendant des semaines, mais il devint progressivement clair qu'Édouard n'avait aucune chance. Le juge en charge de l'affaire analysa toutes les preuves et conclut que le testament était valide et irréfutable. Lors de l'audience finale, Édouard fit une dernière tentative. Il se leva et, à voix haute, accusa Léa d'avoir profité d'un homme âgé et vulnérable. Mais avant que le juge ne puisse répondre, Maître Lefebvre demanda la parole. « Votre honneur, j'aimerais présenter une dernière preuve. » Elle diffusa un enregistrement audio de M. Auguste fait seulement 2 semaines avant son décès. On l'entendait dire d'une voix claire et ferme « Je suis conscient que mes neveux contesteront mes décisions. Ils attendent que je parte pour enfin avoir accès à ce que j'ai construit. Mais je tiens à laisser enregistrer, en pleine conscience et lucidité, que Léa Dubois mérite chaque centime que je lui laisse. Elle a été la seule personne à m'aimer, vraiment sans intérêt, sans arrière-pensée. Et si mes neveux essaient de lui prendre ce qui lui revient de droit, je charge mon avocate de se battre jusqu'au bout. » Le silence qui suivit dans la salle d'audience fut absolu. Édouard, vaincu, sortit sans dire un mot. Le juge rendit sa décision. Le testament était valide et l'héritage serait maintenu selon la volonté de M. Auguste. Léa sortit du tribunal dans les bras de ses parents. Elle avait gagné, non par cupidité, mais par justice. Et maintenant, enfin, elle pouvait aller de l'avant sans le poids de l'incertitude. 3 mois plus tard, l'Institut Auguste Leclerc ouvrit ses portes. Un espace modeste mais accueillant, dans le quartier de Montreuil, où Léa vivait. L'objectif était d'être proche des personnes qui en avaient le plus besoin, pas dans des quartiers chics où les apparences comptent plus que les résultats. Le jour de l'inauguration, des dizaines de jeunes se présentèrent, des filles et des garçons qui, comme Léa, venaient de familles modestes et rêvaient d'une opportunité. Elle regarda chaque visage et vit en eux un peu d'elle-même. Quand son tour de parler arriva, Léa monta sur la petite scène improvisée et, d'une voix ferme, dit « Je sais ce que c'est d'être invisible. Je sais ce que c'est d'entrer dans un endroit et d'être jugé sur ses vêtements, sa façon de parler, son lieu d'origine. Je sais ce que c'est de sentir que le monde n'a pas de place pour vous. Mais je sais aussi qu'une seule personne, avec un seul geste de bonté, peut tout changer. Monsieur Auguste l'a fait pour moi, et maintenant, c'est à mon tour de le faire pour vous. Cet institut n'est pas le mien. Il est à nous, à chacun de vous qui êtes ici. Et ensemble, nous allons prouver que d'où nous venons ne définit pas où nous allons. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Madame Hélène pleurait de fierté. Marcel, à côté de sa femme, était également ému.
Il y avait là sa fille, la jeune fille qu'il avait dû abandonner pour la protéger, maintenant transformée en une femme forte, décidée, capable de changer des vies. Maître Lefebvre, qui était dans le public, sourit. Elle savait que M. Auguste serait fier. Son pari avait réussi. Léa n'avait pas seulement mérité l'héritage, elle l'avait transformé en quelque chose de bien plus grand. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti et que l'institut fut vide, Léa resta seule quelques minutes. Elle parcourut les couloirs, regarda les salles de classe qui seraient bientôt pleines, les nouveaux ordinateurs, les livres sur les étagères. Et puis, elle sortit de sa poche une lettre. La dernière lettre que M. Auguste lui avait laissée. Maître Lefebvre la lui avait remise le jour de l'inauguration en disant qu'elle ne devait être ouverte qu'à ce moment-là. Les mains tremblant légèrement, Léa ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Ma chère Léa, si tu lis ceci, cela signifie que tu as réussi, que tu as affronté les défis, les doutes, les peurs, et que tu fais exactement ce que j'ai toujours su que tu ferais, utiliser ce que je t'ai donné pour faire la différence. Je n'ai pas de mots pour exprimer la fierté que je ressens. Tu as prouvé que j'avais fait le bon choix. Tu as prouvé que la bonté, le courage et la compassion valent plus que n'importe quelle fortune. Continue comme ça. Continue d'être cette lumière dans le monde. Et n'oublie jamais, l'argent n'est qu'un pont. La véritable richesse réside dans le caractère. Et toi, ma chère petite, tu es la personne la plus riche que j'ai jamais connue. Avec tout mon amour et ma gratitude, Auguste. » Léa plia soigneusement la lettre et la remit dans sa poche. Elle regarda autour d'elle une dernière fois, prit une profonde inspiration et sourit. Elle avait trouvé son but. Elle avait honoré la mémoire de quelqu'un qui l'avait aimée inconditionnellement. Et elle avait prouvé, à elle-même et au monde, qu'il valait la peine de croire en les gens. Les mois suivants, l'Institut grandit. De plus en plus de jeunes en bénéficièrent. Des histoires de réussite commencèrent à émerger. Des filles qui réussirent à entrer à l'université. Des garçons qui trouvèrent un emploi digne. Des familles qui eurent une nouvelle chance. Et Léa, qui un jour n'était qu'une jeune fille invisible, devint une référence. Non pas pour l'argent qu'elle avait, mais pour ce qu'elle en faisait, pour les vies qu'elle touchait, pour l'espoir qu'elle semait. Elle continua à vivre dans le même appartement à Montreuil. Elle continua à prendre le bus. Elle continua à être qui elle avait toujours été. Parce qu'elle avait compris que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle fait avec ce qu'elle possède. Et chaque soir, avant de dormir, Léa regardait le ciel et murmurait « Merci, Monsieur Auguste, d'avoir cru en moi, de m'avoir donné cette chance et de m'avoir appris que la plus grande richesse au monde est de pouvoir faire une différence dans la vie de quelqu'un. » Son voyage ne faisait que commencer, mais elle savait que peu importe ce qui l'attendait, elle serait prête, parce qu'elle avait quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, un but, de l'amour et la certitude d'être sur le bon chemin. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Léa a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de résilience, de courage et de compassion, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous rappellent que, peu importe d'où nous venons, nous avons toujours le pouvoir de faire la différence. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec une autre histoire qui bouleversera vos émotions et vous fera réfléchir sur la vie.